préemption. Je passe la parole à Pierre Soler-Couteau qui va nous parler de l'actualité du droit de préemption. Droit de préemption qu'on pourrait croire immuable, et pourtant il y a de l'actualité et législative et jurisprudentielle. Je vous laisse la parole. Merci, M. Aguigui. Et merci aux organisateurs de l'association de m'avoir une fois de plus convié à intervenir devant vous. Alors, j'ai classé les choses un petit peu par ordre d'importance, c'est un peu arbitraire, mais enfin, il fallait le faire. Moi, c'est vrai que sur le droit de préemption, il n'y a pas de décisions aussi emblématiques que celles qui ont été rappelées précédemment par Rosette Noguelou, par Monsieur Gisbert. Néanmoins, il y a au moins 2 droits de préemption nouveaux qui ont été créés par le législateur, parce que le droit de préemption, à l'origine, chacun le sait bien sûr, était un outil de maîtrise foncière en vue de la conduite d'opérations, d'action ou d'opérations d'aménagement, ce qui est toujours le cas, évidemment, sur lequel je trouve qu'il y a très peu de contrôle. En réalité, c'est l'occasion de dire, par parenthèse, mon hostilité profonde au droit de préemption, parce que je trouve que le Conseil d'État, en restreignant considérablement la contrainte qu'il fait peser sur les collectivités, en exigeant simplement qu'elles puissent faire état de la réalité d'un projet, a complètement déséquilibré le système. Et on en parlait récemment avec le président Labtoul, qui était assez d'accord, je dois dire, sur cette analyse, d'autant que sur le droit de préemption aménagement, finalement, cet outil un peu d'opportunité, cet effet d'aubaine, comme on dit souvent, permet à la collectivité de se dispenser de la mise en place d'une politique foncière. Alors qu'aujourd'hui, finalement, la loi climat et résilience va quand même obliger à adosser les documents d'urbanisme à une véritable politique foncière, me semble-t-il. On verra. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que finalement, le droit de préemption s'étend désormais à des problématiques environnementales, et on assiste, c'est pas nouveau, à une véritable prolifération des droits de préemption, simplement, encore une fois, parce que c'est un outil qui est extrêmement commode à mettre en œuvre. J'ai l'impression que c'est plutôt une solution de facilité. Et pourtant, comme le relève un conseiller d'État Damien Bottegui dans son blog, il dit « Il est étonnant de constater la coexistence de sa faible acceptation sociale et de l'impossibilité d'envisager sa remise en cause, même partielle. » C'est assez intéressant sociologiquement, etc. Bon, peu importe, je voudrais vous parler d'abord du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, donc nouveau droit de préemption dans un contexte plus environnemental. L'origine du texte, il a été institué par la loi du 27 décembre 2019 qu'on appelle engagement et proximité, et il est issu, ce droit de préemption, d'une proposition des assises de l'eau, donc institué en 2019. Simplement parce qu'on a conscience que le changement climatique, d'une part, la surconsommation humaine, les pollutions agricoles, également urbaines aussi, bien sûr, limite de plus en plus la quantité d'eau exploitable, et que il est évident que maintenant l'eau devient une ressource de plus en plus précieuse. Or, et c'est là qu'on rencontre l'intérêt du droit de préemption, le service public d'eau potable est défini par le CGCT comme tout service assurant tout ou partie de la production, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Ça, c'est le noyau dur, si je veux dire, du service public d'eau potable. Mais le même article du CGCT dispose que le service qui assure le prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Et le législateur a considéré alors que, du fait de ces textes, les responsabilités n'étaient pas clairement définies et que du coup la légitimité de l'intervention des collectivités compétentes pour l'eau potable n'était pas toujours fermement établie. Donc elles pouvaient contribuer, mais elles ne se sentaient pas nécessairement légitimes à le faire. Et donc il s'agissait de permettre à ces autorités d'intervenir en faveur de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement, et ce de manière à limiter au maximum le recours au traitement avant distribution. Donc on est dans la logique de prévention à l'amont. Et cela s'est fait sous la forme de l'institution d'un droit de préemption. Alors on pourrait discuter, évidemment, on aurait pu plutôt s'inscrire dans des logiques d'expropriation, ça a été abordé, mais simplement on a considéré qu'il y avait une forme d'urgence et que les logiques d'expropriation nécessitaient une temporalité, évidemment, qui n'était pas à la mesure de l'enjeu dans l'immédiateté.
Et de fait, le Grenelle de l'environnement, pour mémoire, et ensuite les conférences environnementales, avaient identifié 1000 captages prioritaires sur lesquels un plan d'action de préservation de la ressource devait être élaboré et mis en œuvre, mais on a constaté que seulement la moitié d'entre eux avaient été élaborés. D'où l'urgence, évidemment, qui est née de cette insuffisance d'intervention. Et donc, le législateur a estimé qu'il convenait d'ores et déjà de doter les collectivités d'outils complémentaires pour permettre d'assurer une bonne protection de la ressource en eau. Donc c'est afin d'accroître les capacités d'action des collectivités que la loi a institué ce droit de préemption. Un droit de préemption donc des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou en partie dans l'aire d'alimentation des captages pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Alors, premier élément, on voit bien que ce droit de préemption va être exercé sur des surfaces agricoles et sur des terrains agricoles principalement. Et donc, il ne remet pas en cause la destination agricole des terrains préemptés, mais vise simplement à permettre l'installation de pratiques agricoles favorables à la protection de la ressource en eau. Et on voit tout de suite que, du coup, ce droit de préemption est susceptible d'entrer en concurrence avec celui, évidemment, des SAFER, dans la mesure où les deux droits ont vocation à s'appliquer à des surfaces agricoles. Et de fait, donc, on voit dans la loi une articulation entre les deux droits de préemption, puisque la détermination des biens et aliénations qui y sont soumis sont définis par référence à ceux relevant du droit de préemption des SAFER, donc un champ d'application matériel qui est sensiblement identique et avec les mêmes exemptions, mais ce champ matériel d'application du droit de préemption dont nous parlons est moins étendu que celui des SAFER. C'est pourquoi également, articulation avec les SAFER, la délimitation des périmètres concernés, cette fois des périmètres géographiques concernés, fait l'objet d'une concertation entre les collectivités et les SAFER, mais aussi, bien sûr, avec les autres collectivités et les chambres d'agriculture, ça va de soi. Mais enfin, les SAFER sont en première ligne. Et enfin, l'exercice même du droit de préemption est articulé avec celui des SAFER par une information de celle-ci des intentions de préemption des collectivités compétentes. Quant au régime de ce droit de préemption, alors évidemment, nous sommes familiers du régime des droits de préemption urbains et en ZAD, et donc il n'est pas étonnant que ce régime ait servi de matrice à ce nouveau droit de préemption, notamment évidemment l'obligation de souscrire une déclaration d'intention d'aliéner, ça va de soi, bien sûr. Et donc, je vais me borner à relever les éléments du régime de ce droit de préemption qui le différencie du droit commun des autres droits de préemption dans le sens d'un encadrement plus rigoureux. C'est cela qui est essentiel. Et comme l'a relevé un spécialiste de ces questions, M. Strilou, ces différences tiennent à ce que le législateur a voulu créer les meilleures chances, tenez-vous bien, pour que ce droit soit instauré et exercé en vue de l'objectif pour lequel celui-ci a été créé. Comme si les autres droits de préemption, eux, en étaient dispensés. Mais enfin, je trouve qu'en creux, cela dit beaucoup du droit de préemption urbain et du droit de préemption en ZAD. Alors, encadrer, ce droit de préemption l'est au stade de son institution. Donc, l'initiative ne peut venir évidemment que de la collectivité compétente, commune, groupement de communes, etc. Donc l'initiative vient des collectivités locales compétentes pour gérer le service d'eau potable, mais c'est l'autorité de l'État qui seule peut instituer le droit de préemption. Comme si c'était un gage de sérieux, évidemment. Et les pièces, enfin le texte prévoit que la demande doit être accompagnée de la production d'un certain nombre de pièces qui sont précisément énoncées par le texte, et le préfet peut même demander que le dossier soit complété. Et notamment, au nombre de ces pièces, un argumentaire
un argumentaire précisant les motifs qui conduisent à solliciter l'instauration du droit de préemption et justifiant le périmètre proposé. Donc il s'agit pour le préfet de s'assurer que les collectivités ne visent pas à se constituer des réserves foncières à bon compte, bien évidemment, mais bien à favoriser la mise en œuvre de projets certains et suffisamment précis visant précisément à assurer la préservation de la ressource en eau. Donc on est vraiment orienté vers l'objectif, évidemment. Et avant de prendre sa décision, le préfet doit procéder à diverses consultations d'organismes directement intéressés, dont les chambres d'agriculture et évidemment, quand je dis intéressé, c'est intéressé à la protection de la ressource, bien sûr, donc les chambres d'agriculture et les SAFER. Gage de sérieux, la décision du préfet doit être motivée. Qu'elle donne suite à l'initiative des collectivités locales ou non, même si donc le préfet oppose un refus, il doit motiver, et dans ce cas-là, le refus doit être précédé d'une procédure contradictoire. Donc la décision du préfet va désigner évidemment le titulaire du droit de préemption, qui est la collectivité compétente en matière de préservation de la ressource en eau. Donc encadrement du point de vue de l'institution du droit de préemption, encadrement aussi, plus intéressant encore peut-être, au stade de l'utilisation des biens préemptés. La loi de 2019, donc engagement et proximité, avait précisé le régime des biens acquis par voie de préemption. Donc c'était la loi qui instituait à l'origine ce droit de préemption, et elle précisait le régime des biens acquis par voie de préemption. Elle disposait, les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale, etc., qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole. Celle-ci doit être compatible avec l'objectif de préservation de la ressource en eau. Bon, on a compris. Mais la loi poursuivait en disant que ces biens pouvaient être cédés de gré à gré, loués en application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime, ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, prévoyant les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. Après tout, c'est vrai, la collectivité se saisit de surfaces agricoles, n'a pas une vocation à les gérer, donc il est normal qu'il y ait une forme d'utilisation, je dirais, privative, dès lors que c'est compatible, encore une fois, avec l'objectif poursuivi par la préemption. Mais, à l'occasion de l'examen du premier projet de décret, le Conseil d'État a considéré que, faute de permettre la mise en œuvre effective des mesures assurant dans la durée la protection de la ressource en eau, qui est le but de la préemption, les règles issues de la loi portent une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement protégés au regard de l'objectif poursuivi. D'où l'intervention de la loi 3DS du 21 février 2022, qui a modifié les conditions d'utilisation des biens acquis par voie de préemption, afin que soit garantie dans la durée la mise en œuvre effective des mesures nécessaires à la protection de la ressource en eau. On n'est pas très loin des droits réels de M. Gisbert tout à l'heure. Alors, concernant ainsi les biens qui seraient mis à bail, premier élément, mis à bail, les nouveaux baux devront comporter les clauses environnementales que le Code rural et de la pêche maritime permet d'inclure dans les baux ruraux. Donc, clauses environnementales, il s'agit de clauses, vous le savez, visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, etc. Et s'agissant des biens cédés de gré à gré, l'acquéreur doit consentir à signer un contrat portant obligation réelle environnementale, c'est-à-dire, c'est le Code de l'environnement, en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Et la loi 3DS ajoute que ce contrat prévoit au minimum les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu pour une durée ne pouvant excéder 99 ans entre l'acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption et est annexé à l'acte de vente. Mais les biens en question peuvent également être mis à la disposition des SAFER, cela va de soi, dans le cadre de conventions prévues par le Code rural, enfin les conventions prévues par le Code rural et de la pêche maritime. Et là encore, le Code de l'urbanisme ajoute que ces conventions, donc entre la collectivité et les SAFER, comprennent des dispositions permettant d'assurer que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli dans le respect de l'objectif
de préservation de la ressource en eau, et qu'à cette fin, les baux prévus par le Code rural devront comporter les clauses environnementales que l'on vient de citer. Donc voilà, un droit de préemption qui est mieux encadré, évidemment, que le DPU ou le droit de préemption en ZAD. Autre droit de préemption institué par la loi, le droit de préemption pour l'adaptation du recul du trait de côte. Alors celui-là, il a été institué par la loi du 22 août 2021, dite climat et résilience, que tout le monde connaît, pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Et ce droit de préemption a été conçu comme un volet du régime mis en place pour les zones qui sont exposées à ce risque. C'est un élément parmi d'autres, bien sûr. Donc il est conditionné à la parution d'un décret à intervenir après le décret qui fixe la liste des communes concernées. Le régime de ce droit de préemption est déterminé selon la structure classique que l'on connaît, champ d'application territorial, champ d'application matériel, procédure, usage du bien préempté. Tout cela est classique et il emprunte très largement au régime du droit de préemption urbain, soit en renvoyant directement d'ailleurs aux articles qui régissent le droit de préemption urbain, soit en créant des articles, mais dont la rédaction est en réalité très proche de celle du droit de préemption urbain et en ZAD. Alors un mot sur le champ d'application territorial de ce droit de préemption. Il concerne des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral, communes qui sont identifiées dans une liste qui sera fixée par décret, en tenant compte de leur vulnérabilité, etc. Et le texte dit que si ces communes ne disposent pas d'un plan de prévention des risques littoraux, celles qui sont communes ou EPCI qui sont compétents en matière de documents d'urbanisme, dont elles sont membres, doivent établir une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte. Donc on identifie les communes. Si elles n'ont pas de plan d'exposition aux risques littoraux, les autorités compétentes en matière de documents d'urbanisme doivent établir une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte. Et les documents graphiques du PLU ou des cartes communales doivent en conséquence, la procédure doit être d'ailleurs engagée dans un délai d'1 an à compter de la publication de la liste des communes concernées, le cas échéant, et ça c'est devenu une constante, sous couvert d'une procédure de modification simplifiée, évidemment, on y a recours de plus en plus. Donc cette procédure, donc, qui doit être engagée dans un délai d'1 an, doit aboutir par ailleurs dans un délai de 3 ans. Et donc les documents graphiques du PLU élaborés au terme de cette procédure doivent délimiter 2 choses. D'abord, la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans, dans laquelle des travaux, constructions, extensions sont autorisés, mais sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions. Et dans cette zone, le droit de préemption s'applique de plein droit à l'intégralité du périmètre délimité. Première catégorie de zone. Deuxième catégorie de zone avec une perspective à plus long terme, celles qui sont exposées au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 ans et 100 ans, dans laquelle des démolitions remises en état peuvent être imposées. Et là, dans ces zones, c'est par délibération que la commune ou le PCI compétent peut instaurer le droit de préemption sur tout ou partie de la zone. Donc il y a 2 champs d'application différents. Dans les 2 cas, le droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l'EPCI compétent dont elle est membre. Et dans les zones concernées, articulation avec les autres droits de préemption, le droit de préemption urbain et le droit de préemption ZAD ne s'appliquent pas. Pas plus évidemment que le droit de préemption sur les fonds artisanaux et les fonds de commerce. En revanche, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles prime le droit de préemption au recul du trait de côte, mais ça s'explique parce que sa vocation, d'une certaine manière, n'est pas incompatible avec l'autre. Et ce droit de préemption peut s'exercer en coopération avec la SAFER sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole, ainsi que les bâtiments d'exploitation agricole, en coopération. Champ d'application matériel. Pour l'essentiel, les dispositions concernées sont la reprise de celles applicables au DPU et au droit de préemption au ZAD, mais la liste des exemptions est évidemment considérablement réduite, d'abord parce que pour certaines d'entre elles, elles n'ont pas lieu d'être, elles sont spécifiques aux autres droits de préemption, et d'autres ont été évincées du texte, compte tenu précisément de l'objectif du droit de préemption
concernés. La procédure de préemption est quasiment celle suivie en matière de DPU et de droit de préemption en ZAD, des IA, délai de 2 mois pour répondre, etc., avec un droit de visite qui a été instauré, on le sait, par la loi, mais là, le droit de visite ne suspend pas le délai de préemption, à la différence donc de la demande de pièces complémentaires qui, elle, a pour effet de le suspendre. C'est un peu mystérieux. Et sur le régime des biens acquis, bien sûr, le code de l'urbanisme est modifié de manière à inclure l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, c'est évident. Et l'article L219-11 précise que la personne publique assure la gestion des biens acquis au regard de l'évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Donc là aussi, on contrôle un peu la mise en œuvre du droit de préemption. La collectivité peut éventuellement confier la gestion à une personne publique ou privée ayant vocation, et les biens peuvent faire l'objet de façon transitoire, avant leur renaturation, d'une convention ou d'un bail en vue d'occuper, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter, dit le texte, des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l'évolution prévisible du trait de côte. Voilà pour les 2 droits de préemption. Monsieur le Président, je suis comme les jockeys, aux ordres. Alors, maintenant, passons un peu à la jurisprudence. D'abord, un arrêt que vous connaissez bien sûr, qui a tranché une question qui intéressera bien sûr le notariat. C'est un arrêt de 19 avril 2022, 442-150, commune de Mandelieu, la Napoule, qui tranche la question de savoir si le droit de préemption, alors on revient là au DPU, peut être exercé, et dans l'affirmative, à quelles conditions, à l'occasion de la levée par le preneur d'un bail à construction, de l'option d'achat que le bail lui confère sur les terrains pris à bail, bien évidemment, étant rappelé que les constructions sont la propriété du preneur, ce que chacun sait bien sûr. Et là, le notaire chargé d'instrumenter, manifestement, avait été plongé dans l'embarras, ce qui l'avait amené à souscrire une DIA sous une forme un peu alternative. D'abord, conformément à ce qui constituait l'objet premier de l'opération, c'est-à-dire la vente par le bailleur d'un foncier au preneur, la DIA mentionnait un prix de vente ne portant que sur le foncier, que sur les terrains, bien sûr, sur l'assiette du bail, dès lors qu'ainsi qu'on l'a dit, l'acquéreur était déjà propriétaire des constructions. Mais, alternativement, il avait indiqué dans la DIA que si l'exercice du droit de préemption venait à empêcher la vente du foncier au profit du preneur, alors, de manière réciproque, la vente à réaliser porterait à la fois sur l'assiette foncière et sur les constructions dont le prix était également indiqué. C'est-à-dire, le preneur lève l'option vis-à-vis du bailleur, mais si à préemption, le preneur prend l'engagement de céder les constructions au bailleur. Bon. Donc, c'est pas simple quand même. Donc, les termes de l'alternative étaient les suivants. Par priorité, c'est le bailleur qui cédait le foncier au preneur, mais en cas de préemption, le preneur cédait les constructions au bailleur. Alors, l'idée était évidemment de contraindre la commune de faire l'acquisition des constructions dès lors qu'elle décidait, une vente forcée, si j'ai une vente globale, liée, dès lors qu'elle préemptait, elle devait acheter le foncier, mais aussi les constructions. Ben, la situation ne s'est pas déroulée comme prévu dans la mesure où la commune n'a préempté que les terrains, l'assiette foncière du bail, à l'exclusion des constructions et au prix des seules parcelles concernées. On voit l'idée de manœuvre, comme on disait quand on faisait encore un service militaire. Son calcul était d'acquérir le foncier, à devenir de ce fait le bailleur, à attendre tranquillement l'échéance du bail et à recueillir gratuitement les constructions à cette échéance. Calcul déjoué. Calcul déjoué. En effet, la décision de préemption a évidemment été contestée par le bailleur et le preneur, et le juge des référés, on est en référé, a prononcé la suspension en raison d'un doute sérieux sur la légalité de la décision. La commune se pourvoit en cassation, bien évidemment, et globalement, le juge du référé du Conseil d'État confirme. C'est une annulation pour un vice de procédure, mais sur le fond, il confirme sur le doute sérieux. Alors,
c'est poser une question de principe. Est-ce que finalement la levée de l'option entre dans le champ matériel du droit de préemption? Sur le principe, la soumission de l'opération au droit de préemption ne faisait pas de doute, dans la mesure où, au pied de la lettre, l'article L213.1 du Code, qui détermine le champ matériel du droit de préemption, ne comporte pas d'exception relative à la levée de l'option d'achat portant sur un immeuble dans le cadre d'un bail à construction. Et d'ailleurs, la doctrine universitaire la plus autorisée, c'était quand même le professeur Malinvaud et Corinne Saint-Alary-Ouin, allait dans ce sens. On dirait pas de raison qu'il échappe au droit de préemption. Et la doctrine administrative également allait dans ce sens. Mais restait alors à déterminer sur quoi pouvait porter la préemption. Et donc sur ce point, l'arrêt, et c'est intéressant, ne s'inscrit ni dans la logique alternative de la DIA, ni ne valide évidemment la position de la commune. On est dans une position, semble-t-il, plus raisonnable et intermédiaire. Alors, si l'on considère d'abord le parti retenu par le notaire, donc la formule alternative, il faut bien admettre qu'il comportait une forme de dénaturation de l'opération, car dans la logique d'une levée de l'option d'achat, la vente ne porte que sur le terrain, à l'exclusion des constructions. Donc, dans ce périmètre-là, il n'y a pas de difficulté. Et à vrai dire, ce n'est que par une construction un peu artificielle que la DIA présentait alternativement le preneur comme vendeur des constructions par l'effet déclencheur de la préemption. D'ailleurs, ainsi conçu, on peut se poser la question de savoir si l'opération pouvait faire l'objet d'une DIA unique, obligeant la commune à préempter tout ou rien, en quelque sorte, alors même que la dite opération comportait un double volet. Question. Donc, la position du notaire était un peu discutable, évidemment. La position de la commune tout autant, et, évidemment, puisqu'elle aboutissait, quant à elle, à ce qu'à terme, elle entrait en possession des terrains et des constructions en ayant seulement payé les premiers. En ayant seulement payé les premiers, ce que le rapporteur public excluait, considérant que l'exercice du droit de préemption urbain ne saurait conduire à un enrichissement sans cause au détriment soit du bailleur à qui les constructions devaient revenir en fin de bail, soit du preneur qui pouvait les conserver en levant l'option d'achat des terrains. Donc dans les deux cas, quelqu'un était floué. De fait, quelle que soit la situation, à l'échéance du bail, les constructions ont une valeur intrinsèque, susceptible de profiter soit au preneur, soit au bailleur. Plutôt, ça profite au bailleur et au preneur s'il lève l'option d'achat. Et donc la commune ne pouvait prétendre ni ignorer ni neutraliser cette valeur par l'effet de l'exercice de son droit de préemption en flouant soit l'un, soit l'autre. Alors pour sortir de l'impasse, le Conseil d'État rétablit la logique de l'opération. Il faut toujours en revenir à des idées simples, c'est ce qu'on dit à nos étudiants. La collectivité qui est en droit d'exercer le droit de préemption sur le foncier à l'occasion de la levée d'options consentie au preneur, elle a le droit, devient elle-même bailleresse. Elle se substitue au bailleur dans ses droits. En tant que telle, elle est tenue par les obligations du bailleur telles qu'elles résultent du bail, au nombre desquelles celle d'exécuter la promesse de vente. Alors il en résulte qu'ayant exercé le droit de préemption à l'occasion de la levée d'option, la commune qui est alors bailleresse se trouve à son tour dans l'obligation de céder au preneur les parcelles visées par la DIA. Et donc, cette situation un peu particulière tout de même, dans laquelle la commune est en droit de préempter, mais ne peut préempter que pour revendre à l'acquéreur évincé, en finalement se privant de la possibilité de mettre en œuvre l'objectif pour lequel elle exerce le droit de préemption, cette situation, qui est une opération blanche, le rapporteur public y voyait une situation incompatible avec l'objet de la préemption. Et de fait, le titulaire du droit, la commune, collectivité, se trouve d'emblée placé dans l'incapacité, puisqu'elle doit revendre le bien, d'affecter le dit bien à la réalisation de l'action ou de l'opération d'aménagement qu'elle invoque, en l'espèce, la constitution d'une réserve foncière, peu importe. Alors l'arrêt suit le raisonnement qui lui est proposé par le rapporteur public, dans la mesure où il résulte de l'article L210.1 du Code que la préemption ne peut se justifier que si elle est nécessaire, on le sait, à la réalisation
d'une action, d'une opération d'aménagement. Alors ce raisonnement était préféré à une solution plus radicale qui était envisagée par le rapporteur public, qui aurait consisté à retenir un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions du Code de l'urbanisme relatives à la préemption, mais le juge des référés du Conseil d'État a préféré maintenir l'opération en cause dans le champ d'application du droit de préemption urbain, mais le texte finalement y conduisait. Alors comme dit Xavier Couton, c'est un arrêt oui, mais non. Voilà, est-ce que j'ai encore un peu de temps, Monsieur le Président, ou pas? Je voudrais aborder une question de responsabilité, ce qui peut être intéressant en matière de... à 5 minutes, ça va être bon, on va... allez, au galop. Alors là, c'est un arrêt, non, les arrêts en matière, c'est un arrêt important en matière de responsabilité tout de même. C'est un arrêt du 13 juin 2022, 437-160, Société Imotour, que vous connaissez sans doute, parce qu'il est intéressant parce que la jurisprudence semble fixer, s'agissant de la responsabilité de la collectivité, lorsqu'elle a illégalement préempté un bien, ça on sait, mais elle n'avait jusqu'à cet arrêt pas eu l'occasion de se prononcer sur la responsabilité du fait d'une préemption illégale. Alors, pour des raisons de temps, je ne vais pas rappeler la jurisprudence sur le premier point, responsabilité du fait d'une préemption illégale, bien que je vais en avoir un petit peu besoin ultérieurement, mais peu importe. On va aborder directement la question de la responsabilité lorsque la décision de préemption est légale et que la collectivité renonce à la préemption, parce que c'est ça l'enjeu. Et dans ce cas, la responsabilité de la collectivité ne pourrait être virtuellement engagée que sur le terrain de la responsabilité sans faute, évidemment, donc ce qui suppose que les conséquences découlant d'exercice du droit de préemption sont anormales. Le Conseil d'État en 86 avait semblé ouvrir la porte à une responsabilité sans faute, mais en considérant dans cette affaire que les suggestions qui avaient été supportées par la requérante n'excédaient pas ce que doivent normalement supporter les vendeurs et les acquéreurs de terrains situés en zone urbaine. Mais enfin, sur le principe, après tout, la porte était ouverte. Alors, revenons-en à notre affaire. La commune, elle entendait se décharger de toute responsabilité en invoquant ce précédent de 86 relativement unique. Mais les circonstances de fait étaient évidemment très particulières et pour tout dire, l'ambiance générale de l'affaire donne le sentiment d'une gigantesque partie de poker menteur. Vous allez en juger. C'était l'exploitant d'un hôtel dont le maire avait enjoint la fermeture pour raison de sécurité, qu'il avait vendu en septembre 2010 au prix de 630 000 €. C'est un peu son importance, bien évidemment, on parle d'argent, bien évidemment. Et l'acquéreur, donc il acquiert pour 630 000, il le revend en septembre 2011, donc à peu près un an plus tard, pour 1 million €, belle affaire, à une société qui exerce l'activité de marchand de biens, qui elle aussi espère faire une affaire, évidemment. En janvier 2012, cette dernière informe la commune qu'elle est en négociation avec le Parti des musulmans de France pour revendre le bien et qu'elle est désireuse de s'entretenir à ce sujet avec le maire. On est en amont de toute promesse de vente. Et comme le dit le rapporteur public, des entretiens ont eu lieu, mais la commune ne fait pas l'offre que peut-être on attendait d'elle. La société conclut alors une promesse de vente avec cette association pour un prix de 1 095 000 €. La commune décide alors de préempter en vue d'installer dans l'immeuble une maison de l'intercommunalité, mais pour 800 000 €. La société ne conteste pas la décision de préemption. On va devant le juge de l'expropriation. Celui-ci parvient à une valeur de 1 065 000 €, donc c'était pas très loin, dont il déduit 150 000 € pour tenir compte d'un dégât des eaux. La commune alors dit c'est trop cher et elle renonce à la préemption. À partir de là, l'acquéreur disparaît du dossier. C'est intéressant quand même, pour ça que je parle de partie de poker menteur un peu. Et 10 jours après la renonciation, la société propose à la commune de lui vendre le bien pour 800 000 €, c'est-à-dire ce que la commune proposait, l'acquéreur ayant disparu, évidemment, soit le prix que celle-ci avait initialement proposé. La commune ne donne pas suite, du coup. Là, ça y est, c'est fini. Ça n'intéresse plus. Et elle ne participera pas non plus à la procédure de vente par adjudication, avec pourtant une mise à prix de 500 000 €. En août 2014, la société vend le bien
pour un prix de 400 000 €. Ce rappel des faits était évidemment important parce que ça donne un peu l'ambiance du dossier. Alors la société demande réparation du préjudice, entre 1 95 000 et 400 000, je vous laisse faire le calcul, bien évidemment. Et l'ETA, lui accorde l'indemnisation en considérant tout de même qu'en préemptant, à seule fin d'éviter que le bien ne soit cédé à l'association culturelle islamique, la commune a commis une faute. Donc sur le terrain de la responsabilité pour faute. Bon. La Cour d'appel voit les choses différemment. Pour elle, il n'y a pas de faute et elle rejette en bloc les conclusions indemnitaires. Alors, à hauteur de cassation, la société faisait grief à l'arrêt de la Cour de n'avoir pas soulevé d'office le fondement de la responsabilité sans faute. Et c'est ce qui, évidemment, nous intéresse. Pour parvenir à une responsabilité sans faute, il fallait d'abord établir que le législateur n'avait pas entendu exclure toute indemnisation du fait de la renonciation par une collectivité à l'exercice d'un droit de préemption qu'elle avait enclenché. Le rapporteur public écarte un certain le L105-1 maintenant, non indemnisation des services d'urbanisme, ça ne nous concerne pas. La loi de 85, pas plus, ne comporte aucune exclusion. Mais il y avait un précédent dont j'avais fait les frais, je dois dire, puisque j'étais l'avocat des consorts Lévy du 9 mars 2010. Alors c'était une affaire intéressante parce que les consorts Lévy engageaient la responsabilité de la communauté urbaine de Strasbourg à l'époque parce qu'elle avait préempté un bien à un prix donc inférieur à celui indiqué dans la DIA et quelques 10 ans plus tard n'avait toujours pas affecté le bien, donc on est dans Motet de Narbonne, n'avait toujours pas affecté le bien à la réalisation de l'objectif pour lequel elle avait préempté. Et le Conseil d'État avait admis le principe d'une responsabilité sans faute, mais avait considéré en l'espèce que le préjudice n'était pas constitué parce que le prix indiqué dans la DIA rendait la vente finalement peu probable. On sait à quel point il peut y avoir manipulation des DIA. Donc, les obstacles de principe étaient d'une certaine manière déjà levés par l'arrêt de 2010 et donc ont buté sur le caractère anormal du préjudice. Le dommage anormal tenant souvent à sa gravité, on pouvait imaginer que l'importance du manque à gagner du vendeur constitue un élément d'appréciation comme excédant l'aléa normal qu'il doit supporter au regard des fluctuations du marché. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapporteur public disait, et Monsieur le Président, je suis presque au bout de mon propos, je rassure le Président parce que je connais le stress de la fonction, il disait la difficulté qu'il y avait, selon lui, à déterminer un niveau de perte correspondant à l'aléa normal en zone urbaine, et plus radicalement, il disait avoir du mal à admettre le caractère anormal du préjudice, consistant à ne pas avoir pu vendre un bien à un prix beaucoup plus élevé que sa valeur réelle. Et c'est vrai, si vous voulez, que dans ce contexte-là, apprécier le caractère anormal du préjudice, compte tenu du fait qu'on est sur un marché, par hypothèse, fluctuant, peut apparaître délicat. Donc, finalement, au terme de calculs qu'il faisait, le rapporteur public arrivait à un écart de 415 000 € et considérait finalement qu'une perte de 415 000 €, ça faisait partie des aléas du marché. L'arrêt ne suit pas les conclusions, c'est son intérêt, j'en aurais terminé, il les suit pas jusqu'au bout. Eu égard à la temporalité entre la renonciation et la vente, compte tenu des caractéristiques du bien et du marché immobilier local, le Conseil d'État estime que la part du préjudice pouvant être considérée comme anormale et subie du fait de la renonciation s'établit à 250 000 €, dont il déduit 100 000 € pour une part de préjudice imputable à la victime. 1 95 000, 400 000, 150 000. Voilà la conclusion. Merci beaucoup Pierre. Le droit de préemption est
quelque chose de... C'est plus de la philosophie que du droit, je pense. Et les DIA nous posent souvent des difficultés dès qu'on dépasse, dès qu'il y a un peu de complexité ou de particularité dans une vente. Mais je vais passer la parole immédiatement à Gatien Cazu, qui va nous parler... Vraiment, on sort du droit de l'urbanisme pour aller dans le droit de la construction. J'en profite juste pour dire que Vivien Zalewski devait parler donc de la réception, et pour ceux que cela intéresse, il aurait certainement traité devant vous un peu la matière qu'il a développée dans un article très récent qu'il a publié dans la revue Construction et Urbanisme de novembre 2022. Voilà, donc je vous passe la parole sur les délais d'action. Merci Monsieur le Président. Merci d'abord aux organisateurs évidemment de m'avoir convié pour parler d'un sujet dont il faut admettre qu'il est redoutable, et surtout à cette heure avancée de la matinée où les ventres commencent sans doute à gargouiller, et redoutable déjà à comprendre et plus encore sans doute à exposer. On va parler des délais d'action. Délais d'action, c'est-à-dire le temps qui est laissé au titulaire d'un droit pour en revendiquer la reconnaissance. Alors pourquoi est-ce que le sujet il est redoutable ? D'abord parce qu'il est tentaculaire. Des délais d'action, il y a autant de délais d'action qu'il y a d'actions. On sait qu'une opération de construction nécessite l'intervention de nombreuses personnes qui sont toutes susceptibles au moins de recourir les unes contre les autres. Alors, on peut faire une petite liste qui n'a rien d'exhaustif, mais est-ce qu'on est dans une situation où on est entre un acquéreur et un vendeur ? Et considérons que nous sommes dans le cadre d'une vente d'immeubles à construire, se pose alors tout un tas de questions. Est-ce que ce dont on demande réparation, c'est un retard de livraison ? Est-ce que ce dont on demande réparation, c'est un désordre de construction ? Est-ce que le désordre était caché au moment ou est-ce qu'il était apparent à la livraison ? Ce n'est pas les mêmes garanties qui s'appliquent, ce ne sont pas les mêmes délais qui s'appliquent. Donc déjà, est-ce qu'on est dans une relation entre un acquéreur et un vendeur ? Est-ce qu'on est dans une relation entre un maître d'ouvrage qui va agir contre les locataires d'ouvrage parce qu'il a décidé de construire en signant des marchés de travaux par lots séparés ? Et là, il y a encore des questions en cascade. Est-ce qu'on est avant la réception ou est-ce qu'on est après la réception ? Est-ce qu'on est dans une relation entre les entreprises qui vont recourir les unes contre les autres ? Auquel cas, on va se demander si ces entreprises font partie d'un groupement momentané d'entreprises ou pas. Là encore, ce ne sont pas les mêmes règles qui vont s'appliquer. Et puis, évidemment, il y a les actions des entreprises contre leurs fournisseurs ou les fabricants sur le fondement de la garantie des vices cachés. Et puis, il y a également les actions contre les assureurs qui ont leurs propres spécificités. Donc, on voit qu'en dressant une petite liste, qui encore une fois n'a rien d'exhaustif, eh bien que des délais, il y en a évidemment beaucoup, et on s'y perd un peu. Alors, attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de pessimisme, parce que s'il y a de nombreux délais, il faut avouer aussi, et on doit s'en réjouir, que la plupart du temps, leur nature, leur régime juridique commencent à être plutôt bien établis. On sait qu'il y a deux grands corps de règles. Il y a le droit spécial de la prescription. Ce sont les actions du maître de l'ouvrage contre les constructeurs. Alors, constructeurs au sens de l'article 1792-1, évidemment. Et on sait que, du coup, ces actions, ces délais, ce sont des délais un petit peu spéciaux. Ce sont des délais de forclusion. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis, il y a également au niveau du droit spécial de la prescription, les actions des acquéreurs contre leurs vendeurs. Quand on est dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire, ça peut être la garantie des vices et défauts de conformité apparents. Et puis, quand on est dans le cadre d'une vente d'immeuble achevé, la garantie des vices cachés, évidemment, pour autant qu'elle s'applique. Donc, on a un droit spécial de la prescription. Et puis, dans les interstices qui restent, dans les autres hypothèses, on va appliquer le droit commun de la prescription. Et pour ce qui nous concerne, ce sera souvent l'article 2224 du Code civil qui concerne les actions personnelles et mobilières. Et je vous rappelle simplement que le délai est alors un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Donc, du droit spécial
du droit commun. Et ce droit commun, on va l'appliquer, comme je le disais tout à l'heure, à l'action du maître d'ouvrage qui veut une indemnisation parce que les travaux ont pris du retard, ou encore lorsque l'on est avant réception dans les actions du maître d'ouvrage contre les locataires d'ouvrage. Donc, il y a quand même des raisons de se réjouir et se dire que finalement, il y a beaucoup de délais, mais ces délais, on commence à bien les connaître. Est-ce qu'on est sorti d'affaire pour autant ? Pas forcément. Parce que c'est une chose de connaître ces délais, de connaître leur nature, de connaître leur régime. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on commence à les étudier de manière globale, de regarder leurs interactions et surtout lorsqu'on essaie de les articuler. Une opération de construction, c'est complexe. L'acquéreur va agir contre le vendeur, vendeur d'immeubles à construire. Le vendeur va se retourner contre les locataires d'ouvrage. Les locataires d'ouvrage vont éventuellement recourir entre eux. Ils vont recourir contre le fournisseur, contre leurs sous-traitants aussi. Donc, effectivement, il faut avoir cette vision globale et c'est l'articulation de tous ces délais qui posent évidemment problème. Ça pose problème et il y a des arrêts qui ont été rendus récemment, alors ces 2 dernières années. Et c'est sur ces sujets-là, puisqu'il a fallu faire un choix, c'est sur ces sujets-là que je vais axer la réflexion. J'ai pris quelques arrêts de manière totalement discrétionnaire afin de mettre en avant ces problèmes et puis essayer, mais de manière tout à fait modeste, on le verra, essayer de trouver des solutions. Alors, quelles sont les situations problématiques ? Il y a 2 sujets, à mon avis, que l'on peut aborder. J'ai distingué ces 2 sujets, mais c'est une distinction purement pédagogique. D'abord, les actions du maître d'ouvrage et puis ensuite les recours en garantie. S'agissant d'abord de l'action du maître d'ouvrage, la difficulté, elle tient surtout aux actions préventives que ce dernier est parfois obligé de mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que les délais dont il dispose pour agir sont des délais de forclusion dont on nous dit qu'ils ne sont pas susceptibles de suspension ou d'interruption. Cela a été dit dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2021 et cela a été appliqué, j'y reviendrai tout à l'heure, en matière de vice caché également, dans un arrêt du 5 janvier 2022, donc on est dans l'actualité. Alors je reviens rapidement sur cet arrêt du 10 juin 2021 qui est un arrêt vraiment très important. On a un couple, le maître d'ouvrage, qui décide de faire réaliser une terrasse. La réalisation de la terrasse date de 2003. Et puis, il y a des désordres qui interviennent en 2011. Et en 2011, il signe avec l'entreprise un protocole d'accord. Donc, l'entreprise dit, oui, ok, j'accepte de réparer les désordres. Sauf que, alors là, on ne sait pas, les travaux n'ont pas été réalisés ou ils ont été réalisés imparfaitement, je ne sais pas. L'affaire part en expertise judiciaire et puis au fond, il demande indemnisation sur le fondement de 1792-4-3, donc les désordres intermédiaires. La Cour d'appel dit pas de problème, on vous indemnise parce que on vous indemnise, votre action n'est pas prescrite parce que vous avez une reconnaissance de responsabilité de la part de l'entreprise qui a interrompu votre délai d'action. Et la Cour de cassation suit un raisonnement qui est d'une parfaite logique juridique où elle nous dit, les articles qui régissent la suspension et l'interruption sont dans un titre qui est consacré à la prescription et l'article 2220 nous dit que les règles qui régissent la prescription ne régissent pas les délais de forclusion, sauf exception que l'on connaît, la demande en justice notamment. Par conséquent, on ne peut pas interrompre ou suspendre un délai de forclusion. Or, le délai en question, et c'est l'un des apports de cet arrêt aussi, ce délai est un délai de forclusion. Par conséquent, vous êtes forclos. Alors, je peux comprendre la volonté de la Cour de cassation d'avoir un édifice jurisprudentiel qui soit cohérent, qui soit logique, et qu'elle souhaite, c'est bien sa volonté, qu'en fait toutes les actions du maître de l'ouvrage soient tous les délais soient des délais de forclusion, qu'ils soient donc tous soumis au même régime.
que ce soit les garanties légales ou que ce soit l'action responsabilité pour les désordres intermédiaires. Très bien, on a une belle cohérence, c'est parfait, mais quand même, cet arrêt, moi, il choque un petit peu ma sensibilité. Dire que lorsqu'il y a une reconnaissance de responsabilité, on n'interrompt pas un délai, qu'il soit de prescription ou de forclusion, je trouve que c'est quand même très dur, et cela va peut-être à contre-courant de la politique législative qui entend développer les modes amiables de règlement des différends. Et puis, est-ce qu'on ne va pas d'ailleurs reporter le contentieux ensuite sur l'exécution du protocole d'accord qui n'a pas été exécuté? Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà, du point de vue du principe même s'il y a la rigueur de la lettre du texte, je veux bien, mais ça me choque un peu. Et puis, il faut dire aussi que, pratiquement parlant, cette solution pose problème. Elle pose problème lorsque le délai de forclusion risque d'expirer alors qu'on a une expertise qui est encore en cours. Et là, n'importe quel avocat qui fait un peu de droit de la construction est confronté à cette situation, notamment lorsqu'il s'agit d'assigner le vendeur sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, puisque le délai est un délai bref. C'est 1 an à compter de la plus tardive des 2 dates entre la date de la réception et le mois qui suit la prise de possession. Donc c'est un délai très bref et souvent l'avocat assigne en référé expertise, il interrompt le délai de prescription, mais il ne faut pas qu'il l'oublie. Une fois que l'expert a été désigné, eh bien, il ne faut pas qu'il oublie d'assigner au fond pour interrompre le nouveau délai qui a commencé à courir à compter de la désignation de l'expert. Délai qui est un délai d'1 an seulement. Il y a donc tout un tas d'actions préventives qui se développent et qui n'ont pas lieu d'être. Et d'ailleurs, nous verrons plus tard qu'il y a des propositions qui ont été faites pour pallier ce problème. Donc voilà, premier désagrément qui est lié aux actions du maître d'ouvrage contre les locataires d'ouvrage. Deuxième problématique qui est plus intéressante, me semble-t-il, les délais d'action des locataires d'ouvrage entre eux. Alors là, c'est une question qui n'est pas nouvelle. On a attendu longtemps la décision, plus de 12 ans, entre 2008 et 2020, et la décision est intervenue en 2020, je pense que tout le monde la connaît, où la Cour de cassation nous explique que l'article 1792-4-3 n'est pas applicable au recours entre constructeurs, que cette action, c'est l'action du maître d'ouvrage contre les locataires d'ouvrage ou les sous-traitants, et que par conséquent, on applique le droit commun, c'est-à-dire 2224, 5 ans, mais 5 ans, et c'est ça qui est le plus intéressant sans doute, c'est le point de départ, 5 ans, nous dit-on, à compter de l'assignation en référé. Donc dans cet arrêt, en l'occurrence dans cet arrêt de 2020, l'action avait été considérée comme recevable, alors que si on avait appliqué 1792-4-3, l'action de l'architecte contre le carreleur était forclose. Donc, pourquoi est-ce que ça peut poser quelques soucis? Je vous donne un exemple pratique. Le maître d'ouvrage assigne en 2020, disons une entreprise de couverture pour un désordre de nature décennale, une infiltration. L'ouvrage a été réceptionné 2 ans plus tôt, donc réception en 2018, et puis 2020, assignation. Le délai décennal est donc interrompu pour le maître d'ouvrage, et vous avez un nouveau délai, c'est un délai de forclusion, donc un nouveau délai de 10 ans qui commence à courir, ce qui fait qu'il peut agir contre les entreprises, au fond, jusqu'en 2030. Le couvreur, lui, qui a été assigné, considère que le problème, c'est pas un problème de couverture, c'est un problème de charpente. Donc, en référé, il assigne également l'entreprise qui était titulaire de ce lot, afin que la mesure d'expertise lui soit déclarée commune et opposable, il assigne en 2021. Donc, lui aussi, il interrompt la prescription. Vu que le délai qui lui est applicable, c'est un délai de prescription et pas un délai de forclusion, ça veut dire que pour le coup, le délai est suspendu pendant la mesure d'expertise. Considérant que le désordre, en fait, il est assez simple, les causes sont assez facilement détectables, le rapport de l'expert est déposé en 2023. Ça veut dire qu'en 2023, le maître d'ouvrage, lui, il a encore 7 ans pour assigner au fond. Alors que l'entreprise, elle,
pour assigner l'entreprise de couverture, pour assigner l'entreprise de charpente, elle a que 5 ans. Donc il y a cette petite période durant laquelle l'entreprise est exposée au recours du maître d'ouvrage, alors qu'ensuite, elle, si elle est assignée, elle ne pourra pas se retourner elle ne pourra pas faire son action récursoire contre l'entreprise qui a réalisé la charpente. Alors on va nous dire, bah oui, mais il faut assigner. On va faire une assignation à titre préventif. Bah oui, mais et on va demander le sursis. Oui, mais vous allez demander le sursis, pourquoi ? Il n'y a pas d'action, on ne vous demande rien. Donc le sursis va vous être refusé et finalement, c'est même votre intérêt à agir qui est mis en cause. Donc, on voit que cette situation est quand même également problématique. Donc voilà pour les deux problèmes. L'action du maître d'ouvrage contre les entreprises et ensuite les actions des entreprises entre elles. Les solutions. Alors, s'agissant du premier point, la solution, elle est assez simple à trouver. Il suffit peut-être de considérer que les délais de forclusion peuvent être suspendus pendant une mesure d'expertise et de compléter l'article 2239 du Code civil. C'est une proposition qui a été faite à maintes reprises. Elle a été faite par la Cour de cassation dans son rapport annuel. Elle a été faite par l'Inspection générale de la justice, encore en décembre 2021, qui a déposé un rapport. Oui, attention toutefois à peut-être l'effet pervers, c'est-à-dire que le fait de permettre la suspension des délais de forclusion, ça risque peut-être d'envenimer le second problème dont on a parlé. Puisque si jamais le délai de forclusion il peut être suspendu durant la mesure d'expertise, ça veut dire que le délai dont dispose le maître d'ouvrage pour assigner les entreprises va être rallongé, ce qui expose d'autant plus les entreprises à ne pas pouvoir ensuite recourir en garantie contre les autres locataires d'ouvrage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc j'en viens au recours entre les entreprises, entre les locataires d'ouvrage. C'est le principal sujet. Et le problème, finalement, si on prend un petit peu de hauteur, d'où vient-il ? Le problème, c'est que d'un côté, on a un maître de l'ouvrage qui va pouvoir agir pendant un délai qui est particulièrement long, avec un point de départ du délai qui est un point de départ fixe, la réception, alors que dans les recours entre constructeurs, eh bien, on a des locataires d'ouvrage qui vont pouvoir agir dans un délai qui est plus bref, 5 ans, avec en plus un point de départ qui est un point de départ flottant. Et vous avez donc toujours cette zone grise qui le problème s'est accentué avec la réforme de 2008, puisque le délai de droit commun est passé de 30 ans à 5 ans. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation problématique. Alors, quelle solution ? Première solution, peut-être une harmonisation des délais. Et considérer que le délai dont dispose le maître d'ouvrage pour agir contre le locataire d'ouvrage, eh bien, on applique le même délai entre les locataires d'ouvrage. Finalement, ce serait considéré peut-être que 1792-4-3 serait applicable dans les recours entre les constructeurs. Alors, je ne vais pas rouvrir le débat. Le débat, il a été nourri sur la question est-ce qu'on applique cet article ou est-ce qu'on ne l'applique pas. Je m'intéresse simplement à la question de la prescription. Deux problèmes. Premier problème, c'est que le fait de corréler les délais ne résout pas le souci du locataire d'ouvrage qui est assigné en fin de délai. Lorsque vous êtes vendeur d'immeubles à construire et que vous êtes... entre les locataires d'ouvrage, si vous êtes assigné juste avant la fin du délai, il faut quand même que vous ayez quelques jours pour vous retourner et faire vos appels en cause. Et c'est un problème que l'on a aujourd'hui. Lorsque vous avez un acquéreur qui assigne un promoteur, un vendeur d'immeubles à construire, et qu'il l'assigne à 10 ans, moins 3 jours, comme ça a pu m'arriver l'an dernier, en plein mois d'août, et où il faut alors faire des appels en cause dans l'urgence, parce que vous êtes tenu effectivement par ce délai décennal. Et c'est très compliqué parce que pour pouvoir faire les appels en cause, il faut justifier que les entreprises sont bien intervenues sur le chantier, c'est la moindre des choses. Donc il faut retrouver les contrats.
et retrouver les contrats lorsque ce sont des contrats qui ont été signés il y a plus de 10 ans, que le siège social de l'entreprise a migré et qu'à l'époque, on ne numérisait pas tous les contrats, c'est une chose qui est extrêmement complexe. Donc, premier problème. Et puis, deuxième problème, c'est que cette corrélation des délais, elle vaut effectivement pour les délais décennaux, mais elle ne fonctionne pas lorsque l'entreprise veut recourir contre son fournisseur, contre son fournisseur, où là, le délai, c'est nécessairement la garantie des vices cachés. Et donc là, on ne peut pas corréler les délais. La deuxième solution, alors je la lance. J'avoue ne pas avoir suffisamment réfléchi pour savoir les répercussions de cette proposition. Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas consacrer un principe qui serait inspiré de l'exception de subrogation en droit des assurances? Et on sait qu'il y a eu un arrêt, 25 mai 2022, en la matière. La question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas... L'exception de subrogation, avec la dommage ouvrage, c'est que l'assuré est privé de son recours contre l'assureur DO lorsque l'assureur DO, par sa faute, ne peut pas recourir contre les entreprises. Et est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ici un peu la même chose et se dire, certes, le maître d'ouvrage a un délai qui est très important pour agir contre les locataires d'ouvrage, mais est-ce que lui-même ne doit pas s'interroger sur les recours qui pourraient être effectués par ces locataires d'ouvrage contre les autres entreprises? Est-ce qu'il ne doit pas leur permettre d'effectuer ces recours? Donc, ça veut dire que si jamais le maître d'ouvrage a tardé à assigner au fonds, après le dépôt du rapport, et que parce qu'il a tardé à assigner au fonds, les entreprises ne peuvent pas effectuer leur recours en garantie, eh bien finalement, pourquoi est-ce que ce ne serait pas le maître d'ouvrage qui serait sanctionné? Je ne sais pas. Ça ne me paraîtrait pas illogique. L'intérêt, ce serait de forcer le maître d'ouvrage à agir rapidement après qu'il dispose du rapport d'expertise, puisqu'on considérerait que du coup les délais seraient suspendus. C'est la première hypothèse, seraient suspendus pendant la mesure d'expertise. Donc une sorte de sanction du maître d'ouvrage. Et puis la troisième solution, c'est tout simplement de trouver un moyen pour faire en sorte que le délai ne commence pas à courir dans les recours entre les locataires d'ouvrage. Alors, c'est assez simple lorsqu'on est dans les recours entre locataires d'ouvrage, puisque le délai, c'est 2224. 2224, c'est 5 ans, comme on l'a dit, à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer. Et donc, ce point de départ, il reste encore à déterminer quel est le moment où, effectivement, le locataire d'ouvrage a eu connaissance de ce fait. Et la connaissance de ce fait, la Cour de cassation nous dit aujourd'hui, c'est l'assignation en référé. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire que la connaissance de ce fait, ce n'est pas l'assignation en référé, c'est la demande au fond? Et là, on règle quand même une bonne partie des problèmes. Du moment que je ne suis pas assigné au fond, moi, entreprise, le délai ne court pas à mon encontre et le délai ne court qu'à compter de cette date pendant 5 ans. C'est un peu plus complexe lorsque le délai n'est pas un délai avec un point de départ flottant sur lequel on peut influer. Et là, je songe au fameux délai butoir de la garantie des vices cachés, lorsque la garantie est mobilisée par les entreprises contre leurs propres vendeurs. Et ça, c'est un sujet qui, évidemment, est d'une actualité, mais alors brûlante. Peut-être commencer par la fin, d'ailleurs, peut-être commencer par la fin. La Cour de cassation considère aujourd'hui que la garantie des vices cachés doit être intentée dans un double délai. Le délai que l'on connaît tous, 2 ans à compter de la découverte du vice, mais également dans le délai butoir de l'article 2232 du Code civil. Délai de 20 ans à compter de la vente cette fois-ci. Cette position, elle semble avoir également les faveurs du groupe, de la commission qui a élaboré le projet de réforme des contrats spéciaux
puisque ce délai de 20 ans, ce délai butoir de 20 ans est indiqué, même si, lorsqu'on lit le rapport de présentation, on nous précise que le délai de 10 ans est précisé à titre informatif pour montrer qu'il y a quand même eu des débats au moment de la rédaction de ce projet. Donc, aujourd'hui, pour la 3e chambre civile de la Cour de cassation, en tout cas, le délai, c'est 2 ans dans un délai, 2 ans à compter de la découverte du vice, dans un délai de 20 ans à compter de la vente initiale. Donc, le problème semble purgé, sauf qu'il y a encore des hypothèses. La Cour statue, les juridictions statuent encore sur des hypothèses où le droit applicable, ce n'est pas l'article 2232 du Code civil, mais des situations qui sont antérieures. Et là, on a une vraie divergence entre les chambres, puisque les 1ère et 2e chambres civiles de la Cour de cassation nous disent on doit appliquer 2 délais. Le premier délai ne fait pas débat, c'est 2 ans à compter de la découverte du vice. Mais il faut aussi que l'action soit introduite dans le délai de l'article L110-4 du Code de commerce, qui est un délai de 5 ans que l'on fait partir à compter de la vente. Donc il y a un double délai, et là vous voyez que ce second délai, c'est un délai qui est particulièrement bref, 5 ans à compter de la vente, si bien que souvent, lorsque l'entreprise veut recourir contre son fournisseur ou son fabricant, eh bien l'entreprise est foreclose. La 3e chambre civile de la Cour de cassation, elle, n'adopte pas la même solution, et c'est un arrêt du 19 février 2022. La Cour de cassation nous dit, dans cette situation-là, on applique le délai de 2 ans, certes, mais l'article L110-4 du Code de commerce, ce délai, il est suspendu, nous dit-elle. Il est suspendu jusqu'à quel temps ? Jusqu'au moment où l'entreprise a eu connaissance de l'action qui était diligentée contre elle, c'est-à-dire au moment où cette entreprise elle a été assignée. Donc là, il y a une divergence. 1ère et 2e chambre civile appliquent le délai abruptement, et la 3e chambre civile nous dit non, ce délai, il est suspendu. Alors personnellement, je suis plutôt favorable à la solution qui a été délivrée par la Cour de cassation, encore que c'est discutable, on peut considérer, mais c'est de la politique juridique, on peut considérer que l'entreprise ne doit pas nécessairement avoir un recours contre son fournisseur ou son fabricant. Personnellement, je pense que, vous avez compris, je suis d'un avis inverse. Donc effectivement, la Cour de cassation vous dit que ce délai doit être suspendu. Moi, je suis d'accord avec la solution, mais encore faut-il la justifier. Et justifier la suspension d'un délai, et ça a été dit d'ailleurs par le professeur Perrier-Desmarquet lors d'un récent colloque, utiliser la suspension alors que le délai n'a jamais démarré, finalement, est-ce que c'est vraiment une suspension ? En fait, ce que l'on veut, c'est tout simplement dire que le délai ne démarre pas. Alors comment est-ce qu'on peut le justifier ? Finalement, est-ce qu'on a besoin d'un texte ? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement appliquer un principe, et ce principe qui veut que la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui est dans l'impossibilité d'agir ? Et il peut paraître à peu près on peut convenir, il me semble, que je ne peux pas agir tant que je n'ai moi-même pas été assigné. Donc peut-être revenir à ce grand principe. Alors je sais ce qu'on va nous dire. Ah oui, mais le fait que l'on ne puisse pas, la prescription ne joue pas à l'encontre de celui qui ne peut pas agir, ça c'est inscrit aussi dans le Code civil. Et c'est l'article 2232, je crois. C'est inscrit dans le Code civil. Le problème, c'est que c'est dans la partie sur la prescription. Et donc, on retombe encore sur le même problème. On est dans une partie sur la prescription. Donc, du coup, est-ce qu'on peut l'appliquer au délai de forclusion ou pas ? Oui, mais alors, que peut cet article 2220 qui nous dit qu'on n'applique pas les règles du titre sur la prescription au délai de forclusion ? Que vaut cet article 2220 contre un adage séculaire ? Tout de suite, si on le dit en latin, ça a beaucoup plus de force. Contra non valentem agere non curit prescriptio. Est-ce que c'est pas finalement dans ce vieil adage qu'on pourrait trouver toutes nos solutions à l'articulation des délais de prescription et de forclusion ? Je pose la question. Merci.